Donc je suis arrivée, il était déjà avec l'interprète dans le local d'entretien, menotté au banc de ce local. Donc beaucoup de policiers, beaucoup d'animation au commissariat d'Arras ce jour-là. C'était assez impressionnant quand même le dispositif de sécurité. Et donc je suis rentrée dans cette salle d'entretien. Manifestement, les policiers qui étaient là n'étaient pas très favorables à l'idée que je ferme la porte pour m'entretenir avec mon client. Mais ils ont eu la courtoisie de demander si je voulais la fermer. Et je leur ai dit que oui, effectivement. Donc je me suis entretenue avec mon client tout en sachant que vraiment derrière la porte, j'avais un gros dispositif de sécurité qui était là. Et mon client m'a pas apparu du tout dangereux et pas vindicatif, pas revendicatif. Au contraire, j'aurais tendance à dire un peu désœuvré et un peu étonné de tout ce qui pouvait lui arriver. Alors physiquement, vous avez découvert quel homme? Quelqu'un de très chétif. Vraiment très chétif, très... j'ai eu le sentiment de quelqu'un de très affaibli, physiquement parlant, comme s'il souffrait de malnutrition, c'est-à-dire effectivement très, très maigre, très très maigre, et très hagard. Très hagard. Il n'avait plus de vêtements sur lui, donc j'ai immédiatement demandé ce qu'il en était, ce qui est mon rôle d'avocat, évidemment pour le bien-être de mon client. Bien évidemment, les policiers m'ont répondu que tous ses vêtements étaient sous scellés. Donc, il était en caleçon et avec une chemise d'hôpital, pieds nus. Bon, vraiment, donc j'ai pu physiquement voir qu'il était effectivement très maigre. Il était également très marqué au visage. Il avait une plaie qui s'ouvrait relativement fréquemment, qui saignait un peu. Hein. Le sang séché n'avait pas été nettoyé par le médecin qu'il avait vu auparavant, juste avant moi. Il avait une autre plaie de l'autre côté du front, moins importante et qui ne saignait plus. J'ai véritablement pensé que ce qui n'avait pas été nettoyé par le médecin, c'était sur instruction des policiers qui peut-être avaient encore des investigations à faire sur sa personne proprement dite pour ces traces de sang. Alors ce premier entretien, quand vous rencontrez l'individu, ça porte sur quoi? Qu'est-ce que vous échangez? Qu'est-ce que vous vous dites? Alors je lui demande évidemment son identité, tout d'abord, identité, donc nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Il vous a répondu? Tout à fait. Il me répond, alors toujours par la voix de l'interprète évidemment, puisqu'il ne parle pas un mot de français, mais il me répond tout à fait normalement, il m'épelle son prénom, il m'épelle son nom, donc aucune difficulté à me répondre là-dessus. Je lui demande si il est au courant des infractions qui lui sont reprochées, puisque c'est la première chose qu'on vérifie pour savoir s'ils ont bien compris leurs droits. Il m'explique que oui, mais quand je lui rappelle, moi, pourquoi il est là, il est médusé du caractère terroriste qui est attribué à son action. Tentative d'assassinat, lui, il me dit que non, parce que pour lui, il n'y a pas eu de coup de feu. Donc voilà, bon, port d'armes, il ne peut pas le nier. Il dit de toute façon qu'il avait la Kalachnikov. Il dit que la Kalachnikov n'a pas fonctionné et qu'il a été maîtrisé immédiatement sans qu'un coup de feu ait été tiré. Et que pour lui, il n'y a pas eu de coup de feu. Là, vous avez refait le fil des événements ensemble? Plus ou moins, c'est-à-dire que je l'ai interrogé sur ses motivations, sur si effectivement il avait reçu des instructions, si effectivement il y avait un commanditaire, forcément, hein, c'est les premières questions que je lui pose par rapport à la nature de l'affaire. Il me dit que non, je lui explique qu'il y a des BC, il tombe des nues véritablement, hein, et j'ai pas senti que c'était du cinéma. Pour lui, il me dit même, hein, mais pour moi il s'est rien passé. Voilà, pour moi, quand je lui explique que c'est médiatisé, il ne comprend pas, parce que pour lui, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'il n'a rien eu le temps de faire, il ne s'est rien passé, il a été maîtrisé immédiatement. Le coup de feu, c'est pas lui. Il dit qu'il n'en a même pas entendu. Il n'a même pas entendu de coup de feu. Il dit que la Kalachnikov n'a pas fonctionné et qu'il n'a pas entendu de coup de feu. Donc quand je lui ai dit, je lui annonce qu'il y a 2 blessés graves et un blessé léger, il est très étonné. Pour lui, il n'a pas entendu de coup de feu du tout. Pour lui, cet événement, il explique comment? Il explique uniquement par le besoin d'argent. Il dit que providentiellement, il a trouvé une valise avec une arme, donc lui ne parle que de la Kalachnikov, avec un téléphone dans cette valise, caché. Alors il dit qu'il est vraiment caché, cette valise est cachée. Alors je pense que les enquêteurs vont après essayer de déterminer où est-ce qu'elle était cachée pour lui. Il dit qu'il l'a trouvée dans le jardin public qui se trouve juste à côté de la gare du Midi à Bruxelles, là où il dort fréquemment avec une série d'autres SDF, et que quelques jours après, il a pensé à monter dans ce train dont d'autres SDF lui avaient dit qu'effectivement ils étaient principalement occupés par des gens qui avaient de l'argent sur ce trajet Amsterdam-Paris. Et il a pensé
pour pouvoir se nourrir, à faire un braquage, puisqu'il en avait déjà entendu parler de gens qui braquaient pour avoir de l'argent. Et donc il s'est dit que là, il y avait du monde et que c'était là où il pouvait avoir le plus d'argent. Donc il a pris les armes, il est monté dans ce train pour effectivement rançonner les passagers. Et il pensait ensuite, en tout cas c'est ce qu'il déclare, tirer dans une vitre du train et sauter par la vitre du train pour s'échapper. Il était